Mesdames et messieurs, bonjour. Protéger, promouvoir et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales aux personnes handicapées afin de garantir le respect de leur dignité intrinsèque et leur pleine participation à la vie sociale, c'est là l'objectif principal de la loi numéro 2017-06 du 26 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin, promulguée par le chef de l'État Patrice Talon après la décision de conformité à la Constitution DCC 17-106 du 18 mai 2017. Cette loi dont doivent bénéficier les personnes handicapées est toujours dans les tiroirs à cause de l'absence des décrets d'application. Bienvenue donc à tous. Vous l'auriez compris, je suis en compagnie des personnes handicapées. Elles viennent une fois encore promouvoir la protection et le respect de leurs droits et en particulier ceux des femmes handicapées. Cette émission spéciale a donc pour thème droits des femmes handicapées, enjeux et degrés de jouissance à l'étape actuelle. Pour en débattre, j'ai sur ce plateau Madame Pascaline Kossou. Elle est la présidente de l'Association nationale des sourds du Bénin. Madame Kossou, bienvenue. Juste à côté de Madame Kossou, il y a Madame Adjanou Olga. Elle est la présidente de l'Organisation des femmes aveugles du Bénin. Et Madame Adjanou, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs. À ma droite, nous avons le président de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin. Il s'agit de M. Nassirou Domingo. Monsieur Nassirou, bienvenue. Merci, bonjour madame la journaliste. Et enfin, nous avons l'interprète, comme vous pouvez le deviner et le comprendre aisément sur ce plateau, qui va traduire les propos ou les signes de Madame Kossou. Il a nom Philippe Kossou. Bienvenue. Merci. Nous allons démarrer par la première question. Elle va s'adresser au président. Monsieur le Président, dites-nous, qui peut-on appeler personne handicapée? Qui on peut appeler personne handicapée, c'est une définition un peu plus difficile, mais avec le temps a évolué. Mais je dirais tout simplement qu'une personne handicapée, c'est une personne ayant une déficience durable et qui est en interaction avec la société face aux obstacles. Ce n'est que ça, la définition simple de la personne handicapée. Quels sont les types de handicap que nous avons au Bénin? On peut dire que nous avons originellement, fondamentalement, 4 types de handicap. Nous avons les personnes handicapées moteurs ou physiques, ceux ou celles-là qui ne marchent pas, ou qui ont des problèmes au niveau de leurs membres inférieurs et supérieurs. Nous avons des personnes handicapées visuelles, qui ont des problèmes de vision, ça peut être même jusqu'à la cécité totale ou partielle. Nous avons les personnes handicapées auditives, qui ont des problèmes d'audition. Ça peut aussi être définitif, où nous parlons des sourds, mais ça peut être à des degrés donnés où on parle de malentendants. Nous avons aussi une catégorie de personnes handicapées que nous appelons personnes handicapées intellectuelles. Et ceux-là, généralement, sont des personnes qui ont de retard mental. Et ensuite, aujourd'hui, nous parlons de personnes handicapées psychosociales. Et ça, c'est l'ensemble des autres que nous regroupons dans cette catégorie. Alors, Madame Adjanou, diriez-vous que le droit des personnes handicapées est aujourd'hui respecté au Bénin? Bon, je vous remercie.
Et les personnes handicapées, comme toute personne, selon les droits humains, ont quand même besoin de jouir de leurs droits pour leur plein épanouissement dans la société où elles vivent. Malheureusement, malgré tout l'arsenal juridique disponible, et combien de personnes handicapées connaissent l'existence de ces différents documents, il faut en connaître pour aller vers la jouissance. Que dire particulièrement des femmes alors? Oui, et d'abord, nous savons qu'avec les femmes, il y a d'abord la CEDEF, qui est une convention qui lutte contre l'élimination de toutes les discriminations faites aux femmes. Ensuite, si de façon générale, il y a déjà des documents juridiques qui constatent au vu et au su de tout le monde que les femmes, en général, subissent une discrimination dans notre société, dans la société, et quel serait le degré de jouissance ou de bénéfice de cette discrimination qui est double ou triple parfois chez la femme handicapée. Et du fait qu'elles méconnaissent d'abord, qu'elles ne connaissent pas la jouissance, l'existence de ces différents documents juridiques et légaux. Ensuite, se l'approprier et pouvoir prétendre à jouir d'une manière ou d'une autre du contenu de ces documents. Alors, la question qui va suivre va s'adresser à Madame Kossou. Dites-nous, Madame Kossou, qu'est-ce qui justifie, selon vous, cet état de fait? Quelles sont les causes, si vous voulez, qui justifient le non-respect des droits des personnes handicapées au Bénin? Aujourd'hui, le droit des personnes handicapées, des femmes, que ce soit handicap moteur ou visuel ou handicap auditif également, nous avons déjà la situation de la discrimination et la non-intégration des personnes handicapées au sein de la société. Et ce qui justifie ça, c'est déjà le fait que les femmes, que les gens soient handicapés, les personnes soient handicapées, et qu'on ne les considère pas qu'elles sont capables ou qu'ils sont capables de faire des activités, de mener des activités, d'obtenir leur diplôme, etc. Et de pouvoir jouir également des activités, des travaux génératrices de revenus. Alors, Président, justement, quels sont les tests réglementaires par rapport aux droits des personnes handicapées? Les tests réglementaires par rapport aux droits des personnes. Au plan national, oui, commençons. D'abord, si je vais parler du plan national, je parlerai d'abord de la Constitution, la Constitution du Bénin. Ensuite, je parlerai de notre fameuse loi, la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. En quoi elle est fameuse, Président? Non, elle est fameuse parce que c'est la première fois, vous voyez, depuis que nous sommes là, c'est la première fois que nous avons pu avoir une telle loi promulguée et signée par l'actuel chef de l'État. Et cette loi a un contenu qui protège vraiment la personne handicapée. Si les décrets étaient signés, vous allez dire, même les non-handicapés essaieront de vouloir être des personnes handicapées, tel que le contenu protège les droits des personnes handicapées à leur jouissance, de sorte que toute personne handicapée dans la société béninoise se sentirait vraiment à part entière appartenir à cet État, à cet État, à notre État, à la société béninoise. Voilà. Vous savez, mais il y a eu la volonté manifeste du président de la République à travers son entretien avec les personnes handicapées en début d'année du mois de janvier. Quelle lecture vous en faites? Oui, nous faisons une bonne lecture de cette médiatisation, seulement que nous disons que nous avons hâte d'avoir l'application de ces décrets et d'en jouir. Parce qu'il y a quelque chose qui est là, qu'on nous miroite, vous aurez, nous on est dans le besoin, on veut prendre. Et tant que nous n'avons pas encore touché à la chose, pour nous, ce n'est pas encore
une réalité. Alors, la question, c'était les tests. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons retenir concrètement de ces différents articles qui importent et qui protègent De ces différents rigoureusement articles qui protègent rigoureusement les personnes handicapées, c'est que vous avez déjà la prévention du handicap. D'abord, c'est déjà une grande chose que l'État puisse prévenir les différents types de handicaps qui peuvent survenir. La deuxième chose, c'est l'accessibilité de tous les bâtiments publics et lieux aux personnes handicapées. L'éducation à toutes les personnes handicapées, car tout enfant handicapé doit aller à l'école. C'est contenu dans la loi. L'emploi pour les personnes handicapées. Il n'y aura plus de discrimination vis-à-vis des personnes handicapées en ce qui concerne l'emploi. Quand il y a recrutement, aucun chef d'entreprise ne va pas se prévaloir seulement du handicap du candidat pour le mettre dehors. Madame Adjanaron, dites-moi, est-ce que les femmes handicapées connaissent réellement déjà ces tests? C'est vrai que nous parlons de la non-existence du décret d'application, ce qui empêche la mise en application de ces tests-là, de cette législation-là en vigueur. Mais dites-nous, est-ce que vous, les femmes handicapées béninoises, vous maîtrisez déjà le contenu de ces tests? Ok. Et avant de prendre en compte votre préoccupation, je vais rebondir par rapport à ce que le président vient de dire. Il y a aussi l'accès aux soins de santé. C'est aussi important. C'est pris en compte dans les tests. Dans les tests. L'accès aux soins de santé pour tous, sans discrimination aucune. Puisque la discrimination pour les femmes est aussi à ce niveau. C'est pourquoi je voudrais bien le souligner. Tout à fait. En dehors de l'éducation, de l'insertion, de la protection et de l'accessibilité, il y a aussi l'accès aux soins de santé qui favorise vraiment la jouissance des droits aux personnes handicapées. Et pour revenir à votre question, je dirais que combien sont scolarisés? Et quel est le mécanisme mis en place pour vulgariser ces lois de façon générale, pour atteindre la dernière femme ou fille handicapée? Et combien de filles handicapées est laissée par sa famille pour intégrer les mouvements locaux? Combien de filles handicapées sont inscrites et sont maintenues sur le cursus scolaire jusqu'à atteindre au moins un niveau minimal? Cela amène à réfléchir. Parce que si je ne sais pas qu'il y a un document, il y a des tests, il y a un instrument vraiment juridique armé qui me protège, comment vais-je prétendre à sa jouissance? Donc, il y a là qu'il faut vulgariser c'est le contenu de tous ces documents, les vulgariser, les rendre opérationnels pour atteindre, informer surtout, pour atteindre et plus de femmes, plus d'un, je vais dire. Il y a femmes, il y a hommes, il y a aussi les femmes qui sont plus discriminées que les hommes. Et donc, la vulgarisation de la loi, à ce niveau, il reste encore à faire. Je voudrais louer les efforts du gouvernement, puisque vous en avez fait acte. C'est déjà un pas. Et je vais simplement dire qu'il faut rendre opérationnel tout ce qui est déjà fait. Ça affiche la volonté personnelle de notre chef de l'État, chef du gouvernement et tout le staff qui y concourt. Madame Kosso, dites-nous, quelles sont les discriminations les plus usuelles dont les femmes handicapées sont souvent victimes? Merci. Alors, depuis la création de notre association, par exemple, en 2016, nous avions invité les autorités pour des manifestations en ce qui concerne la promotion et l'épanouissement des femmes sourdes. Mais malheureusement, les autorités ne se présentent pas et les événements se passent quand même entre nous, les femmes sourdes,
Et c'est pour ça, chaque fois, chaque année, nous essayons de reprendre déjà notre activité qui consiste à sensibiliser et à faire voir les activités menées par les femmes sourdes afin d'attirer l'attention des autorités et à faire connaître également les droits des femmes handicapées, des personnes handicapées également. Et au sein de l'association, nous avons également chaque fois besoin de la présence des autorités parce que les femmes n'arrivent pas à s'intégrer facilement dans la société en termes sociaux, en termes politiques, en termes économiques. Et parce que les femmes sont capables aussi de se réaliser comme les personnes entendantes. Les personnes handicapées également sont capables de se réaliser. Et franchement, les femmes sourdes, les personnes handicapées ne sont pas vraiment heureuses, ne bénéficient pas vraiment des lois et des textes. Donc, il faut vraiment l'attention des autorités auprès des personnes handicapées. Elle n'a qu'à me proposer de me citer sur ce plateau les discriminations dont la majorité de ces femmes handicapées de façon générale ou encore même les sourdes qui sont en sa compagnie au sein de l'association sont souvent victimes. Déjà, il y a des personnes handicapées, des femmes handicapées également qui vont peut-être déposer des lettres de demande d'emploi et tout pour faire l'entretien, par exemple, dans des structures et tout. Mais malheureusement, elles n'ont souvent pas de retour parce qu'elles sont handicapées. Donc, on se dit, voilà, comment est-ce qu'elles pourront s'en sortir, comment est-ce qu'ils pourront s'en sortir. Donc, du coup, ils sont à la maison et même les parents n'arrivent pas à prendre soin de ces personnes handicapées-là, des sourds et tout, des personnes qui n'arrivent pas à marcher et tout. Donc chaque fois, nous rencontrons des gens, des personnes qui sont aveugles par exemple, des personnes qui n'entendent pas. Il y a des personnes qui sont aveugles et qui sont sourds également et qui n'arrivent pas quand même à se prendre en charge. Et c'est vraiment compliqué. À part ça, il y a également les personnes qui sont bien portantes, qui frappent en fait les femmes sourdes et tout. Donc du coup, il y a cette question de discrimination là aussi que je souhaiterais souligner. Donc, on aimerait vraiment qu'on puisse prêter attention aux personnes handicapées. Alors, Madame Adjoumou, vous avez un complément, les discriminations les plus usuelles. Vraiment, je voudrais rebondir à la suite de ma sœur pour dire, quand on parle de discrimination réelle subie par les femmes handicapées, et la liste est longue. En plus de ce qu'elle vient de dire, je voudrais donner quelques exemples. Où la femme, par exemple, handicapée, qui se sent aimée par une personne non handicapée, a des difficultés pour intégrer, par exemple, la famille conjugale. On dit, tu vas amener ça là, dans quelle famille, pour faire quoi? D'accord? Ou la femme handicapée qui se retrouve sur la table d'accouchement parce qu'elle est femme. C'est un besoin physiologique, c'est un devoir de mère d'accoucher. Donc, elle se retrouve sur la table d'accouchement où on dit, c'est là aussi qui a osé l'approcher, elle n'a pas les membres inférieurs et quelqu'un a encore osé. Et de ces discriminations sur le plan sanitaire. Dans nos familles, je dis, le droit à l'école, nous investissons pour les filles qui voient et quelles sont les retombées positives que nous avons, encore plus celle-là qui a un handicap. Quel qu'en soit son type de handicap, il y a une discrimination commune liée à la femme handicapée, vraiment qui est cruciale. D'accord? Intégrer, se marier, c'est problème. D'accord? Vivre dans un ménage, ou alors c'est elle qui est laissée. Si des familles, quelques-unes à 7, elle est là comme objet et on dit que si tu prends celle-là, c'est que tu te compliques la tâche. C'est toi-même qui joues le rôle de mère. Les quelques-unes, comme nous autres, qui se retrouvons dans des ménages, faisons l'effort quand même de sortir la femme handicapée de ces ornières-là et de prouver que le handicap n'est pas une barrière à une vie conjugale, à son devoir de mère, à son devoir d'épouse, à son devoir de femme travailleuse dans la société, à son devoir de femme pouvoir participer aux activités de développement de sa communauté. Alors, Monsieur le Président, nous constatons que les discriminations vis-à-vis des femmes handicapées béninoises sont légion. Que dire alors de celles qui sont victimes, en plus de leur handicap, des MTN? Je crois que des MTN, si nous parlons des maladies tropicales négligées,
Ce sont ces maladies qui vivent dans des zones reculées, peu salubres. Mais ces maladies qui provoquent le handicap interviennent à un moment de la vie des personnes. Ce qui fait que ces maladies, si ce n'est pas pris en compte très tôt, peut entraîner le handicap. Et quand ça entraîne le handicap, ça déforme soit les membres, soit le visage, et par conséquent, la population a peur de s'approcher de ces dernières ou les isole carrément. Ça fait que les femmes victimes des maladies tropicales négligées subissent les mêmes discriminations que tout porteur et tout, comment on appelle, toute personne. Toute femme ou toute personne handicapée. Les discriminations, ça ne vient pas des personnes handicapées, mais ça vient de la société. Ça vient des pesanteurs sociaux, culturels qui existent, qui sont là, qui font que les gens se disent, ben écoutez, est-ce que celle-là aussi peut? Mais on ne lui donne pas l'opportunité ni la chance de prouver. Même s'il y a des gens qui c'est l'amour, c'est encore leur entourage qui détruit ça. La situation de la femme handicapée souffre vraiment d'une vulnérabilité terrible, car elle est rejetée par l'homme et elle est rejetée encore par la femme non handicapée. Est-ce que, Monsieur le Président, les tests dont nous parlons prennent en compte cette discrimination? Et est-ce qu'il y a des sanctions pour ces comportements? Je n'avais pas fini avant quand vous avez... Allez-y. Le contenu de ces tests prévoit des sanctions contre toute personne qui fait des discriminations à l'endroit de la femme, de l'enfant et de la personne handicapée. C'est en cela que je disais que si les tests sont opérationnalisés ou opérationnels, nous serons tellement contents que nous allons vraiment aussi nous assumer. Donc ces tests apportent une résolution définitive. Définitive à nos problèmes. Figurez-vous même que dans ce test-là, aucun employeur ne doit plus renvoyer une personne handicapée du seul fait de son handicap. Si cette personne handicapée est admise par rapport à vos tests de recrutement, il est aussi dit d'aller aux aménagements raisonnables, adapter le poste à cette personne pour qu'elle puisse vraiment travailler librement. Il est aussi dit dans les tests que toute entreprise qui engage des personnes handicapées est exonérée des taxes et d'impôts. Donc, à notre avis, nous avons un bon test. Mais tout ce qui nous reste, c'est son application. Nous parlons des MTN aujourd'hui parce que la Journée internationale de la femme vient de passer. Les femmes ont fêté. Mais on n'a pas eu beaucoup de mouvements de femmes handicapées. Anelvat, qui a une fondation internationale, qui a financé ce projet pro-handicap,
qui prône l'inclusion des personnes handicapées et celles victimes des personnes et celles victimes des maladies tropicales négligées, mais aujourd'hui en exergue la situation peu déplorable des femmes handicapées. Et cette fondation, à travers ce projet, a pour but l'intégration sociale et économique des personnes handicapées, même voire politiques. Parce que les personnes handicapées en général, et en particulier les femmes handicapées, sont vraiment marginalisées en toutes choses. Si la femme non handicapée est vulnérable à 10%, la femme handicapée, elle est à 110%. Donc là, il y a un problème de justice et il y a un problème d'équité. Voilà ce que je veux dire. Oui, un problème de justice, un problème d'équité, oui, mais est-ce que les nouveaux tests du Bénin... Je vous dis, nos nouveaux tests là, c'est des tests géniaux, si je peux m'exprimer. Madame Madjano, il y a tout dans le test. Il y a tout dans le test. Parce que ce test n'a pas été, comment on appelle, conçu sans les personnes handicapées. Okay. Nous avons travaillé ensemble et nous avons conduit ces tests jusqu'à l'Assemblée nationale pour son vote. Donc nous avons essayé de travailler avec l'État pour se mettre d'accord sur le contenu de ces tests. Madame Adjanoron, que faut-il faire aujourd'hui de façon concrète pour le respect des droits des femmes handicapées ou des personnes handicapées en général? Oui, je voudrais d'abord rebondir sur les MTN, maladies tropicales négligées. Je voudrais dire, si je prends par exemple le handicap visuel, et des recherches sont faites sur par exemple la cataracte, sur son mode de contamination, et sur le glaucome, ainsi de suite. Mais au niveau des MTN, est-ce qu'il y a de recherches, par exemple? Il y a, par exemple, les maladies des os qui peuvent affecter toute une population à aller vers la cécité. Je voudrais revenir à votre question pour dire, par rapport au MTN, par exemple, je voudrais lancer un appel aux chercheurs que des réflexions aussi soient faites dans ce sens-là. Que des réflexions, des analyses, que les réels chercheurs des différents domaines, qu'ils tournent aussi leur regard vers ces maladies tropicales négligées qui affectent plus d'un et impliquer réellement les populations, les victimes, à connaître réellement les causes et afin à apporter des suggestions et des approches de solutions. Parce que si c'est quelque part et qu'on dit il faut guérir sans savoir la source même de la maladie, de comment c'est venu, il n'y a pas de réflexion. On va dire, il y a cécité, oui, il y a handicap, il y a ceci. Souvent, ces maladies, ces MTN amènent à plus de 50% au handicap. Et ça fait légion dans certaines régions. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut, comme je le disais depuis, vulgariser les documents. Le contenu des différents tests sont élaborés avec tous les acteurs. Ce n'est pas des spécialistes qui sont regroupés quelque part et qui ont réfléchi à la place des personnes handicapées. Les personnes handicapées elles-mêmes sont impliquées et ont réfléchi à quoi pour nous. Qu'est-ce qu'il nous faut et quelles solutions pourrons-nous apporter à telle difficulté quelconque. C'est déjà là. Il faut que nous, personnes handicapées, et nous cherchions à connaître le contenu de ces lois, que tous les acteurs aident nos différents OPH, nos différents
nos différentes fêtières, voilà, à vulgariser, afin que les contenus, nous puissions nous approprier réellement des différents contenus de ces documents légaux qui nous protègent et savoir vers qui aller dès que ces documents seront mis en application pourront être opérationnalisés, être appliqués pour une pleine jouissance des droits des femmes handicapées en général. Alors, Madame Kossou, ce sera la même question pour vous. Que pensez-vous qu'il faut faire de façon concrète pour la jouissance effective des droits des personnes handicapées en République du Bénin? Merci déjà à ma collaboratrice qui vient de parler. Déjà, nous avons besoin de l'aide à l'intégration des personnes handicapées et par les différentes autorités étatiques, attirer l'attention de ces autorités-là afin que les personnes handicapées puissent connaître les lois qui sont écrites, puissent s'intégrer dans la société et puissent se prendre en charge eux-mêmes. Et également ne pas être rejetés par la société, ne pas être rejetés par les personnels de la société. Et aussi le cas de la polygamie, par exemple, où il y a des personnes bien portantes qui prennent 2 ou 3 femmes sourdes et qui après les abandonnent, 2 ou 3 femmes handicapées qui après les abandonnent. Donc tout ça, en fait, ça doit être prévu par les lois afin que ceux-là puissent être satisfaits. Monsieur le Président, Oui. dites-nous, qu'est-ce que nous devons savoir réellement sur les MTL, concrètement? Non, qu'est-ce que nous devons savoir sur les MTM? Les Et quel MTM sont... est le lien entre les femmes handicapées et les MTL? Les MTN sont des maladies tropicales négligées, comme je viens de le dire, mais n'a pas un lien uniquement avec les femmes. C'est toute personne handicapée qui est victime des maladies tropicales négligées. C'est négligé, vous voyez, parce que, comme elle a dit, il n'y a pas encore une recherche qui détermine vraiment les microbes, les bactéries qui sont à l'origine de ces maladies vraiment. En dehors de la lèpre, nous savons que la lèpre, on sait que c'est bacille de Guérin ou de voilà pour la lèpre. Mais si nous prenons le cerf de Brûlis, qui est l'une des maladies tropicales négligées, jusqu'à présent, nous ne savons pas quel est le microbe qui est à l'origine de ça. Nous avons le pian aussi. Mais les manifestations de toutes ces maladies tropicales négligées concourent ou entraînent un handicap. Ça peut être un handicap visuel, auditif ou moteur. Voilà le lien que nous pouvons faire. Et c'est en cela que la Fondation Anedvad a pu financer le projet Pro-Handicap qui permet une certaine intégration sociale, politique et économique des personnes handicapées, afin que nous puissions aussi en parler. Parce qu'il ne suffit pas que les causes arrivent et que nous soyons tous des personnes handicapées dans le pays. Voyez-vous, le peu de personnes handicapées que nous avons, l'État n'arrive pas à toujours gérer. Et si tout le monde devenait personne handicapée, qu'allons-nous faire? Et c'est en cela que nous sommes en train de parler du lien qu'il y a entre ces maladies tropicales négligées et le handicap. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Ces maladies ne connaissent ni hommes ni femmes. Elles surviennent dans des zones isolées, dans des zones où il y a, comment je peux dire, d'insalubrité. Et
ANESVAD investit beaucoup dans le monde pour pouvoir prévenir ces maladies et attirer l'attention des gouvernements pour que nous puissions effectivement éradiquer ces maladies qui sont vraiment négligées. Alors, Madame Adjanaou, quelles sont les causes de ces maladies? Et ça dépend. Il y a l'environnement insalubre. Il y a nos différentes sources d'eau. Tout à l'heure, j'ai parlé par exemple de cécité de rivière, où le regroupement des eaux de pluie est peut-être affecté par un microbe, ou tous ceux qui boivent cette eau perdent la vue ou ont des maux d'yeux, par exemple. Donc, il y a l'insalubrité, il y a, si on prend la lèpre, ou si on prend l'ulcère de brûlure, par exemple, qui, au finish, amène à arracher peut-être une partie d'un membre ou quelque chose, la personne va au handicap. Et c'est pourquoi, avec ANESVAD, il faut prévenir. Les causes sont multiples et multiformes. Il faudra mener des actions, sensibiliser, prévenir sur l'environnement, dans la société, afin que nous évitions que le cercle de la famille des personnes handicapées soit agrandi. C'est ça. Madame Kossou, dites-nous, quel est le regard de la société aujourd'hui sur les personnes handicapées? Alors, le regard, lorsqu'on parle du regard de la société par rapport aux personnes handicapées, déjà, comme on l'a dit, il y a la discrimination. Depuis un long moment, nous avons toujours parlé de la discrimination des personnes handicapées, spécialement dans la société. Mais il y a également d'autres structures, comme ANESVAD par exemple, qui décident de se rapprocher des personnes handicapées afin de connaître réellement les difficultés et d'intégrer les personnes handicapées dans la société, c'est-à-dire l'organisation des personnes handicapées pour pouvoir les aider et à prêter attention aux personnes non seulement handicapées moteurs, auditifs, mais visuels également. Et en ce qui concerne les handicapés auditifs, ils ont la vue et ils peuvent quand même arriver à travailler et à réaliser vraiment des choses. Donc du coup, il faut vraiment se pencher sur la question de la discrimination. Monsieur le Président, Oui. dites-nous en quoi ce regard participe ou influence-t-il la participation de la personne handicapée à la vie sociale, culturelle, politique de notre société? Disons en beaucoup de choses, quand déjà le regard est négatif. Vous avez beau avoir la volonté de faire quelque chose, la société met des obstacles afin que vous puissiez faire ça. Il y a le regard social qui est là. Le regard social qui veut dire, vous êtes personne handicapée, vous ne pouvez pas participer, asseyez-vous là. Vous êtes incapable. Vous êtes incapable. On doit vous aider. Encore qu'aujourd'hui, combien veut laisser sa tâche pour aller aider l'autre? Parce qu'il y a déjà une certaine rareté, difficulté de la vie. Nous avons ces obstacles, comment on appelle, environnementaux. Et c'est ça qui permet de ne pas rendre accessibles les édifices pour que nous puissions aller. Si je suis personne handicapée, j'ai droit à l'éducation. Et que l'éducation ou l'école ne m'est pas rendue accessible en tant que personne handicapée, est-ce que je peux y aller? Non. C'est déjà parti de ce regard négatif qui fait que nous avons vraiment des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Le plus grand obstacle dont moi je vois, c'est les obstacles institutionnels. Voilà les lois, les textes qui sont pris. Il y a près de 5 ans déjà que nous n'avons pas eu l'application de ces tests, par exemple.
Alors que nous, on a la volonté. Nous, aujourd'hui, on ne demande pas la charité, non. Nous demandons à participer au même titre que les autres. Si les gens vont à l'école, laissez-nous aller à l'école. S'ils ont un emploi, laissez-nous avoir un emploi. Je ne sais pas. S'ils font du sport, laissez-nous aller au sport. S'ils font de la politique, il faut nous laisser aussi aller à la politique. Mais quand l'institutionnel n'est pas favorable, c'est un peu difficile pour nous. Aujourd'hui, l'institutionnel est favorable. On parle de Je dis décret l'institutionnel serait certainement favorable dès que le chef de l'État fait Le décret d'application. Et lui-même nous a promis, il a dit la dernière fois, qu'il est déjà prêt. Hein, et quand il va mettre ça, c'est fini. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui retarde? Selon vous, qu'est-ce qui Ah retarde non, je ne saurais la prise le dire. ou la signature de ce décret d'application? Non, je ne saurais de la part le dire, puisque le chef de président l'État de la avait dit République. la dernière fois qu'il était déjà prêt. Et ce qu'il apprenait, c'était que, bon, ça nécessite de fonds, et assez de sous. Et moi, je dis, non, ce n'est pas vrai. Il doit avoir une autre raison que je ne sais pas. Mais je sais que le Bénin A les moyens. a les moyens. Et si le président de la République décide, rien ne peut l'arrêter. Et je sais qu'il fait plus que ça. Et ce n'est pas, nous, notre petit problème de personnes handicapées qui fera qu'il ne va pas faire. Il le fera. Mais c'est à lui de nous dire, voilà les difficultés auxquelles je suis confronté. Nous, on ne sait pas. Nous voulons seulement à participer au développement de ce pays au même titre que les autres. Ce n'est que ça que nous demandons. On ne demande pas de la faveur. S'il y a un recrutement au niveau de la fonction publique et que j'ai les mêmes diplômes et que j'aspire à aller à ce concours et qui me permet d'aller. Monsieur, Maintenant, monsieur le Président, est-ce que la réalité c'est aussi facile? Est-ce que c'est aussi concret, aussi réel? Parce qu'on parle du handicap. Oui, vous avez les bon, je ne dis pas que vous n'aviez pas les facultés mentales qu'il faut. Vous avez les facultés mentales qu'il faut parce que vous aviez pu étudier jusqu'à avoir des niveaux, des diplômes élevés. Est-ce que la personne physique debout qui n'a pas un handicap, est-ce que c'est cette même performance qu'un handicap fera? Il y a un peu ce problème qui se pose. Est-ce que c'est pas ça qui empêche? C'est encore là le regard négatif dont vous parlez. Vous nous préjugez. Toute personne qui n'a aucun... Non, c'est ça. Pas des préjugés. Ça dit, j'ai tiré ça de ce que vous venez de dire. C'est pourquoi j'ai dit... Parce qu'il doit y avoir un problème pour que les décrets d'application ne soient pas signés. Moi, je ne saurais répondre à ça. A déjà parlé, ça fait déjà plus de 3 mois déjà. Voilà, madame, moi, je ne saurais répondre à ça parce que je ne suis pas membre du gouvernement. Oui, mais vous êtes personne handicapée. Je ne suis pas président de la République non plus. Mais nous faisons de plaidoyer afin que le président de la République puisse prendre ce décret d'application et que nous puissions jouir de cette loi. Oui, c'est tout ce que nous demandons. Dans la jouissance de ces lois-là, parce que... Maintenant, les personnes non handicapées ne sont pas tous aptes à faire quoi que ce soit. Il y a des personnes handicapées qui sont encore plus intelligentes. Donc c'est de ça, c'est pourquoi je dis, laissez-nous choisir ce que nous devons faire, que de nous dire, vous ne pouvez pas le faire. Mais est-ce que je donne un exemple, tout se passe dans la tête des gens. Et ça, c'est toujours aussi la manière dont on nous voit. Et les présenteurs sociaux, culturels, qui sont toujours à la base. Et dès que nous allons gommer ça, vous allez voir. Est-ce que dans ce pays, lorsqu'on veut faire concours de police ou de militaires, avez-vous vu des personnes handicapées aller se présenter? Non. Parce que ces personnes savent qu'elles ne peuvent pas. Elles ont conscience. Voilà. Maintenant, si je me présente à un concours, je sais que je peux le faire. Maintenant, la Convention relative aux droits des personnes handicapées dit qu'il faut prendre toute personne handicapée à travailler.
Et en ce moment-là, il faut des adaptations au poste. Et si nous mettons tout ça là en place, il n'y aura pas que cette personne-là est inapte lorsque vous n'avez pas encore jugé de ses capacités. C'est de ça qu'il est question. Mais quand j'ai donné l'exemple même de la police maintenant, les personnes handicapées peuvent être de réels agents de renseignement. Vrai ou faux? Parce que les agents de renseignement ne font pas que courir. Je viens m'asseoir chez toi, on me donne la formation, j'ai les renseignements qu'il faut, même sans attirer l'attention des gens. Et c'est pourquoi je dis que tout ça là, c'est dans la tête. Laissez-nous vous dire ce que nous pouvons faire. Ce dont vous êtes capable. Que de nous dire, vous ne pouvez pas. Nous pouvons beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, nous avons été à l'école avec des gens. Ce n'est pas eux tous qui sont intelligents. Ce n'est pas tous qui ont eu des diplômes. Et qui ont fini leur cursus. Et comment se fait-il que nous, on finit avec eux? On veut construire une autre vie comme eux. Et que ce n'est que ça qui nous bloque. Maintenant, la loi dit, toute personne handicapée doit aller à l'école. Si tant est que, sans la loi, nous on a fait l'effort d'aller à l'école, et qu'on a des difficultés à être recrutés, pensez-vous que demain, les parents d'enfants handicapés auront le courage d'envoyer encore leurs enfants à l'école? Je pense que c'est ceux qui ont fait l'effort là qu'on doit permettre de jouir de leurs efforts pour pouvoir donner une stimulation aux autres. Alors, Madame Adjanoron, est-ce que les victimes des MTN bénéficient de ces mêmes regards, devenues personnes handicapées par la suite? Ça là, c'est encore pire. Hein? Parce que, du coup, bienvenue dans le monde des personnes handicapées et en même temps bénéficiaires des stigmatisations, des pensées négatives. Parce qu'on dit, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Il ne peut plus rien. Quand il était debout, ou bien quand il voyait, ou bien quand il entendait, il faisait. Mais maintenant, il vaut mieux le déposer dans la chambre objet de l'arrière-cour. Il vaut mieux, il n'a qu'à rester là. Il y a par exemple une famille où une personne handicapée a perdu sa maman. Et le jour de l'enterrement, tout le monde dit, au fait, nous ne pleurons pas celle qui est décédée, mais c'est sa fille handicapée que nous sommes en train de pleurer. Elle est foutue, elle fait ceci, elle est ceci. Et tout le monde coulait des larmes. Mais à un moment donné, l'autre dit, non, ne me pleurez pas. Et elle se sent. Et une dernière personne dit, mais vous ne voyez pas qu'elle est dégourdie? Moi, je ne la pleure pas. Et ça a changé la mentalité à tout le monde. C'est pour dire que ce regard négatif détruit la personne handicapée elle-même à développer des aptitudes positives en elle. Elle a des attitudes, mais on ne lui donne pas le... Non, fais pas, tu ne peux pas. Non, laissons-la là. Apportons-lui du pain. Non, c'est apprenez-nous à aller chercher du pain et à contribuer à la vie du ménage. Et nous, qu'on nous en apporte. Nous voulons aussi contribuer. Ce regard détruit plus d'un. Madame Kosso, dites-nous, qu'est-ce qui explique ce regard? Quelles sont les causes de ce regard? Par rapport aux causes de ce regard, je pourrais dire l'aspect négatif que les gens portent à l'endroit des personnes handicapées. Parce qu'on se dit que ces personnes-là ne sont pas aptes, et ne sont pas capables à se réaliser. Alors que ceux-là, il y a des personnes handicapées qui arrivent quand même à étudier jusqu'à aller recevoir de grands diplômes, le baccalauréat, jusqu'à même aller à l'université. J'en connais par exemple qui étudie actuellement à l'université de Calavi. Et nous devons en fait vraiment porter nos attentions envers ces personnes-là qui quand même arrivent à faire ce que les personnes normales le font, ce que les personnes font aujourd'hui. Donc vraiment nous devons beaucoup contribuer à appuyer les personnes handicapées
Et je reviens également aux maladies tropicales négligées, parce que ceux-là, en fait, c'est dû aussi à la pauvreté, au fait de l'environnement et aussi la sensibilisation qui pourra leur permettre d'avoir une meilleure éducation et pour pouvoir vraiment s'épanouir et vraiment éradiquer ce fléau-là. Donc nous devons vraiment demander la sensibilisation envers tout cela afin que nous puissions avoir le développement de nos associations et de nos différentes organisations des personnes handicapées. Alors, Monsieur le Président, nous vous recevons dans le cadre du projet Pro-Handicap. Dites-nous, que pouvons-nous retenir de façon succincte sur ce projet, très rapidement? Non, ce que nous pouvons retenir de façon succincte sur le projet, c'est ce projet qui nous a permis d'ailleurs d'être à la télé, de parler de la sensibilisation des personnes handicapées. Et ce projet nous permet de renforcer les 12 réseaux départementaux par rapport à leur inclusion, par rapport au plaidoyer que nous devons, chaque réseau des associations de personnes handicapées départementaux doit mener en son milieu pour que nous puissions réellement être pris en compte par les autorités locales. Nous tendons vers la fin de cette émission. Madame Adjonormou, dites-nous, quel message avez-vous à l'endroit des autorités et des populations? Très rapidement. Je voudrais d'abord dire merci à EDEM TV. Et je voudrais remercier les acteurs et le partenaire ANESVAD, la fédération et toutes les OPH qui contribuent au plein épanouissement de la personne et de la femme handicapée, la fille handicapée en particulier. Je voudrais lancer un appel à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant, d'éviter d'avoir une pensée négative sur la personne handicapée, mais de lui demander en quoi tu pourras être utile, en quoi je pourrais apporter mon grain de sable pour ton plein épanouissement. C'est tout ce que je vais dire. Madame Kosso, dites-nous votre message à l'endroit des autorités de ce pays et également à l'endroit de la population, parce que ce sont les populations qui sont à la base de ces nombreuses discriminations. Déjà, j'aimerais remercier EDEM TV qui nous donne l'opportunité de porter l'attention aux personnes handicapées et également aux différentes autorités et aux structures qui continuent d'appuyer les personnes handicapées afin d'être vraiment positifs et vraiment de pouvoir s'épanouir. Vraiment, merci beaucoup, madame. Monsieur le Président. Enfin, pour moi, c'est de saluer l'effort que les autorités sont en train de faire. Et on dit qu'il reste à faire. Rien n'est encore fait. Quand il y a beaucoup à faire, rien n'est encore fait. Mais je pense que l'effort que les autorités ou le gouvernement est en train de mener aujourd'hui est quand même appréciable par rapport à d'autres pays de la sous-région, je trouve. Mais c'est le fait que nous, personnes handicapées, en majorité, nous n'arrivons pas encore à bénéficier des fruits de ces efforts qui font que nous continuons toujours de faire de plaidoyer. Je pourrais dire que nous, personnes handicapées, qui sommes déjà victimes d'un handicap, ce n'est pas un problème. La lutte que nous menons, ce n'est pas notre propre lutte. Nous menons la lutte pour ceux qui deviendront personnes handicapées plus tard, car le handicap ne prévient personne et ça peut arriver à tout moment, à n'importe qui. Et c'est pourquoi nous voulons que notre société soit plus inclusive, plus tolérante vis-à-vis de nous, personnes handicapées, qui vivent des situations indépendamment de notre volonté, mais que cette situation
n'est causé que par les autres. Sinon, en réalité, le problème de handicap, ou bien le handicap même, n'est pas un problème pour nous. C'est ces différents obstacles que la société érige devant nous qui constituent véritablement le handicap. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci à vous également, chères dames, et merci à notre interprète sur ce plateau. Mesdames et messieurs, voilà qui vient mettre un terme à ce numéro spécial d'émission qui a eu pour thème « Droits des femmes handicapées, enjeux et degrés de jouissance à l'étape actuelle ». Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.